Alors, bonjour tout le monde. Je suis contente que vous soyez avec moi. Donc, on va passer la prochaine heure ensemble pour parler du programme de prévention. Donc, comme vous savez, maintenant, on doit avoir un programme. Donc, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il y en est. Aujourd'hui, c'est bien entendu un survol. Donc, je jase beaucoup. Je pourrais mettre beaucoup, beaucoup de stock, mais on va survoler en une heure. C'est pas assez pour en discuter, mais sachez que si vous avez des questions, vous les posez, tout ça, et ça va nous faire plaisir de vous répondre et de vous supporter pour la mise en place de votre programme. Alors, avant tout, première question. Alors, je voudrais savoir si vous avez actuellement un programme de prévention dans votre entreprise. Alors, A, oui, je l'ai via ma mutuelle de prévention. B, oui, je l'ai fait moi-même, il est bien structuré. C, oui, mais j'ai besoin de l'améliorer. Ou D, pas du tout. Alors, Joanie vient de partager la question. Alors, juste répondre. Et donc, je viens d'activer la question. Vous allez voir le sondage popper dans votre écran. Donc, on voit les réponses rentrer. Tu les vois-tu, Julie, toi? Non, mais attends, il faut que je Non? l'accepte pour que ça marche. Fait que je vais dire Et oui, j'en ai un. sinon, C'est on voit que 50% dit oui, mais toutefois, ils ont besoin d'être améliorés. Oh, ça c'est excellent dans le sens qu'on peut vous aider là-dessus. Et d'ailleurs, on va voir que c'est vivant, là, un programme de prévention. Donc, on va en parler. Excellent. Donc, la majorité, vous devez l'améliorer. Donc, vous êtes en amélioration continue sur votre programme. Et certains, ils ne l'ont pas. Donc, vous allez voir, on a des outils pour vous aider aussi là-dessus, pour le starter. Donc, c'est super. Il y en a quand même plusieurs qui l'ont aussi avec leur mutuelle. Donc, on a quand même une bonne proportion. Alors, aujourd'hui, dans le fond, la webconférence va se diviser en quatre parties. Comme je vous dis, hein, c'est un survol, donc je dis beaucoup de choses, mais comme je vous dis, n'hésitez pas si vous avez des questions, on est là pour ça. Donc, la première partie, on va parler des exigences au niveau de la loi en santé et sécurité du travail et du règlement sur les mécanismes de prévention et de participation des établissements, autrement dit le RMP. Ensuite, je vais vous donner une définition du programme. Donc, je vais vous vulgariser la définition. Je vais vous expliquer les étapes pour structurer votre programme de prévention. Donc, on va voir les 9 sections qui doivent absolument se retrouver dans le programme tel que spécifié par la loi. Et finalement, les outils à votre disposition pour vous aider à mettre cela en place. Alors, si on fait suite à l'adoption du RMP, dans le fond, comme vous savez, depuis le 1er octobre 2025, le règlement sur les mécanismes est en place. Donc, pour toutes les entreprises, donc pour tous, donc pour toutes les entreprises du groupe prioritaire 1, 2, 3, donc avec 20 travailleurs et plus, vous devez avoir en place un programme de prévention. Vous devriez avoir votre comité et le représentant en sécurité du travail. Dans le fond, le représentant en sécurité, je vous le rappelle, c'est un travailleur, donc un travailleur. Et ça, pour ces groupes-là, c'est déjà supposé être en place parce qu'avant, c'était déjà demandé pour ces groupes-là. Pour tous les autres groupes, donc les autres secteurs, les autres groupes, si vous avez 20 travailleurs et plus, vous allez avoir besoin d'un programme de prévention, d'un CSS et d'un RSS. Si vous êtes moins de 20 travailleurs, vous avez besoin d'un agent de liaison, d'un plan d'action. Sachez que depuis 2025, vous devez déjà avoir en place pour, si vous êtes 20 travailleurs et plus, le comité de santé et sécurité et le représentant, ça doit déjà être en place. Pour les entreprises plus petites, vous devez déjà avoir votre agent de liaison en place. L'agent de liaison, c'est aussi un travailleur, donc c'est une personne de plancher. Pour le programme de prévention, pour ces secteurs-là, programme ou le plan d'action, vous avez jusqu'en octobre 2026 pour le finaliser. Donc, depuis 2025, vous avez un an pour finaliser votre programme. Sachez que au niveau du programme, vous avez des obligations. Au niveau de ces obligations, entre autres, vous allez devoir faire une mise à jour annuelle. Votre programme doit être aussi transmis à votre comité de santé et sécurité pour qu'ils puissent le connaître, le voir, puis s'il manque des choses, vous le dire. Et finalement, vous allez devoir faire une transmission à la CNSST. Dans le fond, à tous les 3 ans, vous allez devoir transmettre à la CNSST votre priorité d'action, l'état d'avancement de vos mesures de prévention qui ont été prévues, vos suivis de mesures en place, donc vos mesures de surveillance. Ça va se faire à partir d'un formulaire qui va déjà être préétabli par la CNSST. Et ça va être à partir de 2028 que vous allez devoir commencer à remplir ce formulaire-là. Donc, ça va être c'est vos obligations.
Sachez que il y a quand même quelques petites particularités. Entre autres, un inspecteur de la CNSST pourrait exiger un programme de prévention à une entreprise de moins de 20 travailleurs. Donc, pour une entreprise de moins de travailleurs, on demande un plan d'action, mais suite à la visite de l'inspecteur, s'il le juge nécessaire, il pourrait demander à cette entreprise-là un programme. Et dans le cas où est-ce qu'on est dans un programme de prévention multi-établissement, dans le fond, j'ai une entreprise qui a plusieurs établissements, dont un établissement qui pourrait avoir moins de 19 travailleurs. À ce moment-là, il est régi par le programme de prévention multi-établissement. Bien là, l'inspecteur pourrait dire, bien, pour cet établissement de moins de 19, je veux que tu fasses un programme de prévention spécifique à cet établissement-là et à ces activités-là. Fait que ça, c'est les deux exceptions, là, les deux particularités qui pourraient arriver. Qu'est-ce qu'un programme? Dans le fond, un programme de prévention, là, c'est un outil de gestion là, de prévention qui est prévu par la loi. Donc, la loi demande que vous fassiez un programme. Et le programme, la façon qu'il faut le voir, là, dans le fond, c'est une vision globale de votre organisation. Hein. C'est vraiment très spécifique à votre réalité de travail, à votre établissement. C'est par rapport à vos tâches, à vos activités que vous faites, à vos risques. Donc, il faut vraiment qu'il soit adapté. Donc, je sais qu'il y en a plusieurs qui ont dit qu'ils recevaient, qu'il est fait avec votre mutuelle, mais vous devez vous assurer que votre programme qui est fait avec votre mutuelle est représentatif de votre réalité. Ça, c'est vraiment important. Ensuite, bien, le programme va prévoir des actions en prévention à mettre en place, puis des mesures pour assurer la permanence. Donc, tout ce qui est nos mesures de prévention, etc., et comment je fais le suivi de ça. Et au niveau de ça, c'est vraiment une vision globale sur mes risques. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est évolutif dans le temps. Donc, ce qui est important de savoir, là, c'est que mon programme de prévention, là, c'est pas quelque chose qui dort sur une tablette. C'est quelque chose qui va se. C'est pas quelque chose non plus. C'est pas un document où c'est que tu as une personne unique comme responsable. Donc, c'est pas vrai de dire que le programme, c'est la personne responsable en santé et sécurité, que c'est elle qui est responsable de tout le programme. Le programme, ça a une prise en charge multiple. Donc, on va le voir tantôt. C'est tout le monde qui travaille dessus, c'est déployé, ça doit être communiqué à chaque travailleur, toutes les, pas juste les travailleurs, mais à tous les employés de l'entreprise. Et il faut s'assurer, dans le fond, que ça soit connu par tous. Et qu'on fait aussi des audits pour s'assurer que ce qui est écrit dedans, c'est toujours ce qui se passe réellement sur le plancher. Donc, évolutif dans le temps. Fait qu'il faut s'assurer de ça et plusieurs intervenants. Alors, notre programme. Qu'est-ce que la loi demande qu'il y ait dans notre programme? Il nous demande 9 points à avoir dans notre programme. Il nous demande d'avoir je vais le voir en détail par après, là. Il nous demande d'avoir l'identification et l'analyse de risques dedans, qui peut affecter la santé et sécurité des travailleurs dans notre établissement. Il demande à ce qu'on retrouve les mesures pour corriger les risques, les mesures pour contrôler ces risques-là. Euh, la loi nous demande aussi d'avoir une section sur les moyens et équipements de protection individuelle, une section qui va parler du programme de formation et d'information en santé et sécurité du travail. Ensuite, ça nous prend une section sur les examens de santé, la section sur les listes des matières dangereuses et des contaminants, services de premiers soins et la neuvième, la politique de prévention et des prises en charge du harcèlement psychologique. Donc, vous voyez, examen de santé, ça, c'est nouveau parce qu'avant, c'était plus régi avec les programmes de santé. On va le voir en détail, mais ça, c'est les 9 sections qu'on doit avoir. Donc, c'est vraiment, on doit retrouver ça dans notre programme. Alors, selon vous, est-ce que la CNSST vous impose un format pour votre programme de prévention? J'ai comme manqué d'air. Est-ce que ça vous demande un programme de prévention? Alors, la question va apparaître dans quelques instants à votre écran. Oui, Julie, je viens d'activer le sondage. Oui. Je suis en train de regarder mon écran. Ouais, on OK. dirait qu'il tourne en rond, fait que je vous invite à répondre dans le chat. On dirait qu'il Oui. veut pas démarrer. Alors, selon vous, est-ce que la CNSS vous impose un format? Vrai ou faux? Alors, Bon, ça vient de rentrer. Donc, la oui. majorité disent faux. Quelques vrais, mais en général, les gens répondent faux. Il n'y a pas de
Modèle imposé. Et vous avez raison, il n'y a pas de modèle imposé. L'important, c'est que l'information se retrouve dedans. Donc, vous pouvez le faire comme vous voulez, tant et aussi longtemps qu'on a l'information, puis que c'est structuré pour qu'on puisse se retrouver dedans. Alors, sachant qu'il n'y a pas ça, alors, et selon vous, qui est responsable d'élaborer le programme de prévention? Encore une fois, je vous invite à répondre dans le chat, donc en comité de santé-sécurité. Donc la majorité, en fait 100% des gens répondent le comité de santé-sécurité. Oui. Bien, dans le fond, oui, le comité de santé et sécurité va faire partie, ça part souvent de lui là, pour l'élaboration, mais il n'y a pas seulement lui qui va faire partie aussi, qui va participer à l'élaboration du programme de prévention. Fait que, dans le fond, on a le responsable. Là, je vois qu'il y en a qui ont marqué d'autres. Donc, l'employeur, les travailleurs vont faire partie de tout ça. On va aller chercher. Dans le fond, on va chercher nos éléments clés dans l'usine. Donc, pour l'élaboration, un coup qu'on a fait nos risques, ben, l'employeur, les superviseurs vont participer à l'élaboration, le service de maintenance va participer à ça, le comité, c'est sûr, le représentant santé et sécurité, les travailleurs, les RH, etc. Alors, il n'y a pas seulement une personne, c'est vraiment un travail d'équipe. Les avantages de faire en sorte que tout le monde participe à ça, c'est que ça va faire en sorte que ça ne dormira pas. Donc, ça nous permet de faire une meilleure identification et analyse de risque. Donc, si je fais partie de plus de monde, je vais avoir plus d'informations parce que moi, toute seule, je ne verrai peut-être pas tout, puis c'est pas moi qui fais le travail. Ensuite, ça va nous aider à avoir des solutions plus concrètes et applicables dans l'entreprise quand que je vais chercher l'information. Aussi, surtout, puis ça, c'est vrai, là, pour n'avoir fait, pour avoir été en usine, avoir travaillé là-dessus, une plus grande adhésion et une responsabilisation de tous. C'est sûr que si je fais participer plus de monde pour élaborer un programme, une procédure ou quoi que ce soit, ben, l'adhésion va être beaucoup plus facile. Donc, la mise en place va être beaucoup plus facile parce que ceux qui vont l'avoir fait avec nous, ben, ça va être nos ambassadeurs. Donc, ça, c'est sûr. Plus de proactivité aussi, au lieu d'être en mode réactif. Et surtout, ça augmente la qualité et l'efficacité accrue du programme parce que c'est plus en lien avec notre réalité de travail. Donc, c'est pour ça que c'est un travail d'équipe. Si je fais ça tout seul dans mon coin, ben, je ne verrai pas tout et ça risque de dormir sur le bord de mon bureau. Puis quand je vais essayer de le mettre sur le plancher, ben, l'adhésion va être beaucoup plus difficile. Alors, ce qui est important de savoir, c'est qu'un programme de prévention qui est fait de ça, c'est plus théorique versus que quand on est plusieurs, c'est plus efficace parce que le monde y croit et le monde embarque là-dessus. Et comme vous savez, ben, pour ça, on est là pour vous aider. Alors, si on y va avec les sections, on va y aller un par un. Dans le fond, la première section, on dit que la première chose que je dois avoir dans mon programme, c'est l'identification et l'analyse de risque. Alors, ce qu'on s'attend, dans le fond, à retrouver, c'est les différents risques qu'il y a dans mon usine. Donc, vous connaissez peut-être déjà ça, on en parle beaucoup. Donc, l'identification des risques en lien avec mes activités. Donc, c'est-tu des risques chimiques, physiques, biologiques, ergo liés à la sécurité ou psychosociaux dans mon usine? Dans le fond, on fait une analyse macro et bien entendu, quand on parle d'analyse de risque, éventuellement, on peut aller dans le plus micro. Mais dans mon programme, je vais dire comment je fais cette identification-là, c'est quoi mes risques que j'ai en général de façon macro dans mon usine. Fait que c'est sûr que quand on dit les risques, ben, c'est quoi je pars de mes activités. Donc, qu'est-ce que je fais chez moi? Est-ce que je fais du travail en hauteur? J'ai-tu des soudeurs? J'ai-tu des machines? Donc, etc. On va définir. Fait que si j'ai des soudeurs, ben, avec mes soudeurs, ben, j'ai des risques chimiques, j'ai des risques ergonomiques qui peuvent être liés à cette tâche-là. Donc, on va définir c'est quoi mes tâches, quels sont les risques de façon un peu plus macro et je pourrais aller dans le plus micro si je veux, qui va spécifier comment je fais mes analyses et quand. Et à ça, ben, je vais me coter. Je vais me faire, fait que vous avez un exemple d'une matrice de risque et là, je vais me coter parce que ça va m'aider à faire mon plan d'action. Parce que qui dit faire un programme, je dois aussi avoir mes priorités d'action pour mettre en place les mesures pour corriger mes lacunes, puis aussi m'assurer de maintenir ce qui est en place. Alors, par exemple, si j'ai du travail en hauteur, disons que
je me rends compte, on fait du travail auteur, mais regarde, j'ai pas d'harnais, j'ai pas de ligne de vie, j'ai pas de point d'ancrage certifié. La formation, je l'ai donnée, ouais, mais pas sûr. J'ai pas de plan de sauvetage. Mais on s'entend que si quelqu'un tombe en bas de 3 mètres, ben la blessure risque d'être très grave, puis c'est comme très probable que ça l'arrive. Fait qu'on voit que mon travail auteur. Je fais du soudage. euh, j'ai des écrans de captation, j'ai des guns à souder ergonomiques, on s'est assuré qu'il y a une bonne ventilation, on a de l'entretien préventif sur nos bras de captation, on a un paquet d'affaires, tout va bien et on le maintient dans le temps. Tu sais, ça ne disparaît pas, mais c'est toujours en place. Ben, ça serait peut-être plus quelque chose de faible. Et pont roulant, ben, je fais de l'inspection, j'ai des procédures, mais c'est pas complet. Tout le monde est formé. Alors là, on pourrait dire, ben, si quelque chose tombe, ben, ça pourrait être un modéré. Fait que ça va nous aider après ça à prioriser nos choses et à voir ben, qu'est-ce que je suis en contrôle versus qu'est-ce que je suis pas en contrôle. Fait que mon programme, il faut que je dise qu'est-ce qu'il y en est et qu'est-ce que j'ai besoin. Fait que ça me donne une bonne idée pour la suite des choses. On s'entend, soudage et faible, tant aussi longtemps que mes mesures fonctionnent, puis sont en place, puis personne ne les bypass. Et tout ça, ce qui est important, c'est qu'on doit le documenter. Alors, vous documentez ça. C'est sûr que ça sera pas, votre programme explique comment vous le faites, mais vous allez avoir un dossier juste là-dessus. Il y a une autre façon aussi de le voir quand vous voulez prioriser, pour voir vos mesures puis prioriser vos actions. On pourrait faire aussi un rapport d'évaluation. Sachez que c'est une autre possibilité. Euh, c'est une deuxième approche. Ça, c'est pour faire l'identification et votre analyse. Multiprévention l'offre à ses membres, donc sans frais. Donc, on peut faire l'identification avec vous. Et ce qui est intéressant quand on l'a fait, il y a un paquet de questions à vous poser, etc., pour voir comment vous faites les choses et voir si votre programme est complet. Fait qu'on peut le faire si vous n'avez pas de programme, si vous voulez compléter votre programme, etc. Mais ça va vous donner une cote. Donc, par exemple, si j'ai l'entreprise XYZ, que après avoir fait le rapport, ça donne 50 au niveau de sa gestion de la SST. Mais ce qui est intéressant quand on vient pour prioriser nos actions, pour savoir sur quoi qu'on va travailler dans l'année parce que mon programme me donne un plan d'action, eh bien, on voit ici que je n'ai rien fait sur le chariot élévateur, le transpalette, donc j'ai un risque qui est quand même élevé. J'ai rien fait non plus sur le cadenassage. Donc, oups, je suis à un risque très critique. Mais ce que je vois, c'est que mon palin n'est pas roulant, ben, j'ai un risque faible parce que je suis en contrôle de ce que je fais. Donc, toujours dans une optique que tout reste en place. Fait que je vais encore avoir mes mesures de surveillance, mais je suis en, euh, en contrôle. Fait que quand on parle d'identifier nos risques, de les coter pour avoir une idée un peu, pour pouvoir faire notre plan d'action annuel, ben, à ce moment-là, ben, il y a différentes questions à se poser. La première question, est-ce qu'on a des tolérances zéro? Donc, je vous rappelle quelques tolérances zéro en santé, au niveau de la CNSST. Ben, est-ce que on parle de chute de plus de 3 mètres, utilisation des échelles, sécurité machine, cadenassage, monoxyde de carbone, travail sous tension, etc. Est-ce qu'on a des risques priorisés? Je vous en rappelle quelques-uns. C'est l'ergonomie, entre autres, les risques psychosociaux qui rentrent là-dedans. Chute de même niveau. Donc, est-ce que j'ai ça? Est-ce que mon accueil des nouveaux travailleurs est structuré? Là, on parle des nouveaux travailleurs, mais on inclut aussi, penser à vos travailleurs qui changent de poste à l'intérieur de votre usine. Est-ce qu'on a quelque chose pour eux autres pour leur présenter les risques? Est-ce qu'il y a d'autres risques avec des conséquences qui peuvent être graves? Ça pourrait être des activités qu'on fait une fois par année, 2 fois par année ou 2 ans. Donc, on sait qu'il pourrait y avoir quelque chose. Est-ce que vous avez des recommandations d'un inspecteur? Est-ce que ça pourrait être, qu'est-ce que vos documents disent? Dans le fond, qu'est-ce que ça donne au niveau de vos statistiques d'accident, votre registre d'événements, vos rapports d'enquête, vos inspections? Tout ça, ces questions-là vont vous aider à faire l'analyse aussi, puis à identifier vos risques au sein de l'entreprise. Ce qui est important, parce que ça va vous aider à faire l'identification, à faire votre plan d'action. Puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que vos priorités vont changer en cours de route. Et c'est normal. Votre programme, on l'a dit, c'est quelque chose de vivant, qui est en amélioration continue. Votre plan d'action, c'est la même chose. Donc, une priorité 4 pourrait devenir une priorité 1 plus tard. Fait que, par exemple, présentement, les contraintes thermiques, on est en priorité 4. On est en plein hiver. Là. Par contre, ça s'en vient, février, mars. On va commencer en mars à y penser. Donc, ma priorité 4 va changer pour peut-être une priorité
3, 2, pour quand on va arriver à la période des contraintes thermiques, ça va être une priorité 1, où est-ce qu'on sait qu'on a tout en place pour être capable de travailler. Alors, bien entendu, je pose des questions et suite à ça aussi, vous devez connaître ça, on s'assure de nos mesures de prévention. Et là, je vous rappelle, juste ici, que ce on tend à aller vers l'élimination des dangers à la source et après ça, s'assurer qu'on a aussi nos mesures de surveillance qu'on va voir dans quelques instants. Donc, on voit que les équipements de protection individuelle, c'est quelque chose qui est en efficacité qui est moindre. On va vers les sources, mais on voit que si j'ai juste des moyens de protection individuelle, ça me prend énormément d'efforts pour le maintenir. Donc, un coup, il faut juste s'assurer quand mes risques sont priorisés de voir qu'est-ce que j'ai comme moyen de prévention en place et de se poser la question, est-ce que c'est les meilleurs moyens de prévention? Peut-être que je dois en mettre des nouveaux, je dois modifier mes choses. Et si mes moyens de prévention, je les ai, ben, il va falloir éventuellement par la suite que je détermine mes mesures de surveillance. Alors, question pour vous. Quelle est votre priorité en santé et sécurité actuellement dans votre entreprise? Alors, vous pouvez la marquer, ça vient d'être, le nuage vient d'être, Donc, je viens d'activer le nuage. je pense qu'il faut que je réponde pour pouvoir voir quelque chose. Ah, on Ah, voit, OK. ouais, Oui, il y je viens avait de comme un petit voir. délai. Donc, on voit que les RPS sont en priorité. On voit sécurité machine Ouais, en priorité. Premiers soins, prévention, sécurité machine, tolérance zéro. ouais. Mais ce qui sort beaucoup, hein, c'est les RPS, hein? Oui, RPS, c'est les risques psychosociaux, là. Euh, On l'a aussi ailleurs, risques psychosociaux, on le voit aussi en plus petit. Donc, oui, ouais, sécurité. Ça bouge, ça bouge. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit dans plusieurs des choses qui sont marquées, il y a beaucoup de choses qui sont liées aux tolérances zéro ou aux risques priorisés actuellement. Donc, tu vois, je vois coactivité piéton. Là, on parle de frapper par. Ça, c'est dans les risques priorisés de la CNSST, là, tout ce qui est frappé par, contre, etc. Euh, Prévention, sécurité machine, SAR, sécurité fumée. On rentre dans les contaminants. Ah, c'est cool. Fait que vous avez plein de beaux défis. Et dans tout ce qui sort, c'est toutes des choses qu'on peut vous aider en plus. C'est super. Cool. Donc, vous avez des belles priorités. Alors, on a dit qu'on a identifié nos risques. On a déterminé, donc, on les a priorisés aussi. Donc, on va faire notre plan d'action. On va prioriser pour voir notre priorité cette année. Il faut travailler là-dessus. Mais même si on met des priorités, il ne faut pas oublier le reste. Donc, il faut avoir des mesures de surveillance. Et les mesures de surveillance, c'est ce que je vais mettre dans le fond. C'est c'est les mesures concrètes que je vais mettre en place pour m'assurer que ce que j'ai mis comme dans mon programme, que j'ai dit, exemple, je dis qu'il faut que je fasse de la formation, euh, que j'ai mis des mesures de prévention au niveau de ma hiérarchie, c'est les mesures de surveillance, c'est ce qui va me permettre d'évaluer ce qui est en place pour savoir si je dois modifier, etc., pour voir si c'est toujours correct. Ce qui est aussi, ce qui va me permettre aussi de le maintenir, donc de m'assurer que c'est toujours là. Fait que c'est pas juste de l'évaluer, mais c'est d'être là, puis de ne pas rien oublier non plus sur ce que je vais faire. Fait que par exemple, si j'ai des machines, on sait qu'il faut faire de l'entretien préventif, ben, je devrais avoir un programme d'entretien préventif. Donc, je devrais avoir un calendrier d'entretien qui me fait des pop-up et qui me dit, oublie pas, là, tu as l'entretien de telle machine à faire. Fait que, inspection quotidienne, tu sais, tout ce qui est les inspections, tout ce qui est les audits, ce sont tous des outils qui vont m'aider à faire cette surveillance-là. Fait que si je prends, par exemple, un pont roulant, ben, je devrais avoir des pop-up qui me disent quand est-ce que c'est le temps pour faire l'inspection annuelle, quand est-ce que c'est le temps de faire des inspections au trimestre. Quelque chose qui me dit, euh, qui me permet d'auditer pour m'assurer que les inspections quotidiennes sont faites. Donc, ça pourrait être des audits de sécurité par le comité de santé et sécurité en place ou par les superviseurs des départements où est-ce qu'il y a des appareils de levage, etc. Donc, l'idée, c'est d'avoir des surveillances. Moi, quand j'étais en usine, là,
j'en avais, là. J'avais des calendriers, là. C'est avec des pop-up, là, que j'avais mon calendrier, là, qui avait tout dedans. Il y avait les formations, les inspections que le comité faisait, les audits qu'on allait faire, etc. Puis là, c'était tout par sujet. On savait tout qu'est-ce qu'on allait vérifier. Et on s'assurait, dans le fond, que ce que le programme nous disait, les mesures qu'on avait dit, comment qu'on allait fonctionner, que quand on allait sur le plancher, que tout fonctionnait, puis tout était en place. Fait que ça, c'est les mesures de surveillance. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. C'est à vous de voir ce qui est la meilleure façon, ce qui est le mieux puis le plus facile pour vous. Comment vous le faites? Vous devriez avoir votre section sur les EPI. Donc, ici, c'est un exemple. Quand on parle d'identification des EPI, je vous rappelle hein, que tout ce qui est en lien avec les EPI, ça fait partie du rôle du CSS de déterminer les équipements de protection individuelle nécessaires selon le poste ou la tâche qui est effectuée. Vous avez un exemple ici que je pourrais retrouver dans mon programme. Là, on voit que j'ai des tâches de soudure, de coupure. Fait que si je prends exemple l'utilisation d'un pont roulant, on voit que quand on utilise un pont roulant, je dois avoir des bottes de sécurité, je dois avoir des lunettes, je dois avoir un casque. Fait que ça me donne le côté macro de ce que j'ai besoin. Mais c'est pas juste de dire, ben voici ce que j'ai besoin par tâche, mais plutôt de A à Z, là. C'est que dans mon programme, je vais avoir l'information de dire, OK, c'est bien beau que j'ai besoin de pays, là, mais comment ça fonctionne l'achat? Quand est-ce que je les change? Qui je vais voir? Tu sais, mes bottes, là, est-ce que j'ai quelqu'un, j'ai-tu une entreprise qui vient dans ma cour quand c'est le temps pour les gens de changer leurs souliers de sécurité puis leurs bottes? Ou est-ce que je les envoie dans une entreprise, c'est l'équipeur, puis je dis, va chercher tes souliers de sécurité là, puis amène-moi la facture. Comment qu'on fonctionne? S'ils sont brisés, comment ça fonctionne? Où est-ce que je vais les chercher? Donc, c'est ça ici aussi. Est-ce que j'ai une liste aussi des types d'équipements aussi que j'ai? Est-ce que mes gens peuvent acheter n'importe quoi? Non, parce que oui, mon comité va avoir fait ce travail-là, mais aussi, il détermine c'est quoi exactement parce que c'est normé. Donc, l'identification des EPI, c'est ça. C'est pas juste avoir ma liste, mais c'est un petit peu plus. Comment ça fonctionne au niveau du reste? Fait que s'assurer que tout est bien défini. Et c'est la même chose pour la formation, l'information. Dans mon programme, on va dire, ben voici quelles formations qui sont nécessaires pour mes travailleurs selon leurs tâches. J'ai quelqu'un qui utilise un pont roulant, il doit avoir une formation théorique et pratique. Il utilise un chariot élévateur, formation théorique et pratique. Ah ben lui, il fait de la peinture, ben il a besoin d'une formation sur l'utilisation du masque, puis il faut que je fasse des tests avec. Donc, la formation, je vais parler après de l'information, là, mais au niveau de la formation, c'est ça. C'est un exemple, c'est un outil que vous allez l'avoir dans les références qu'on va vous envoyer après. Mais ça, c'est un exemple d'outil que vous pourriez avoir là, avec les noms des formations, mes travailleurs. Tu vas les filtrer et là, tu sais ton travailleur s'il y a eu ces formations qu'il avait besoin selon son poste et quand est-ce qu'il est dû pour ce renouvellement. Puis là aussi, les formations, ben, tu as les formations et tu as toute la question information. Et l'information, ben, c'est comment je transmets mon information? Qu'est-ce que je donne comme information? Est-ce que je fais des thèmes du mot? Est-ce que je fais des capsules? Comment que je vais faire? C'est quoi l'information santé et sécurité que je veux donner dans l'année? Ça fait partie du rôle du CSS. Donc, le CSS, annuellement, devrait s'assurer, dans le fond, dans mon programme, je vais avoir ça, et annuellement, il devrait se dire, ben, dans le calendrier, voici, on va passer d'informations sur ça, tel sujet, tel sujet, tel sujet. Donc, il devrait déterminer comment on fait ça. Et par la suite, dans cette section-là, ce qu'on devrait aussi avoir comme information, c'est comment je vais communiquer le tout. Fait que mes formations, mon information, comment je la communique à mes travailleurs, à tous les employés. Donc, exemple, mon processus d'accueil, comment ça marche? Quand quelqu'un arrive, là, comment que je transmets les formations en santé et sécurité, on les fait tout de suite ou on les fait dans un mois ou on les fait au fur et à mesure? Comment qu'on fait ça à l'accueil? L'accueil, c'est à l'accueil. Après ça, ben, est-ce que j'ai un service de mentorat? Ben oui, ah ben OK, mais ça fonctionne comment? C'est beau de dire que toi, tu es mentor, mais j'ai besoin de plus d'infos. Est-ce que mon mentor y est formé? Est-ce que je donne des documents pour qu'il puisse s'assurer qu'il n'a pas rien oublié, etc. Est-ce que j'ai des guides? Est-ce que j'ai un manuel d'employé? Ou est-ce que j'ai toute l'information que je transmets? Est-ce que je fais des capsules? J'ai-tu des vidéos que je fais passer aux gens? Donc, je fais un thème du mois. Est-ce que c'est par capsule? Est-ce que c'est par DMS? Par rencontre de département? Est-ce que je passe des infolettes en même temps que les payes, pour ceux qui donnent encore les payes format papier? Est-ce que j'ai de la réalité augmentée, le petit plus pour la réalité augmentée ou autre? Dans le fond, comment je communique ça? Bien, on va le définir aussi.
Fait que dans mon programme, je vais mettre des grandes lignes, puis c'est sûr que je vais avoir plein de choses autour. Puis là, moi, je vais m'assurer que cette information-là est bien comprise. Est-ce que un coup que je fais, puis dans mes audits, quand on disait dans mes moyens de surveillance, ben, c'est une chose que je vais vérifier. Je vais, on a passé tel sujet, ben, je vais aller voir, est-ce que tout le monde a bien compris le sujet qui a été passé pour être sûr que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Au niveau des examens de santé, avant, ça faisait partie du programme de santé spécifique des établissements qui étaient faits par le réseau de la santé. Donc, ça, c'est ceux qui voyaient préparés par le réseau de la santé, mais c'était surtout avec les groupes prioritaires 1, 2, 3. Donc, si vous êtes dans les groupes 1, 2, 3, vous avez peut-être déjà un programme de santé qui a été fait par le réseau de la santé. Maintenant, ça fait partie, c'est dans la cour des entreprises. Donc, les examens de santé, c'est quoi? C'est par rapport en lien avec ce qui est la réglementation. Donc, on parle d'examens de santé soit avant l'embauche ou en cours d'emploi. Fait que dans le fond, les examens de santé servent à quoi? Servent à évaluer l'état de santé de vos travailleurs pour puis de s'assurer de leur capacité physique et psychologique pour effectuer des tâches que vous allez leur confier. Puis ce qui est important, c'est que ces examens-là sont ciblés sont vraiment en lien avec l'emploi et les risques de la tâche. OK? Donc, ça, c'est vraiment important. Autre chose, c'est que de la façon qu'on peut les faire, c'est soit des questionnaires, des tests médicaux ou de la surveillance médicale par la suite. Donc, ça, vous allez devoir définir selon ce que vous avez dans votre entreprise, est-ce qu'il y a des tâches qui vont avoir besoin d'examen de santé en cours d'emploi. Et quand on parle exigé par réglementation, je vous donne un exemple, vous avez entre autres le règlement sur les examens de santé pulmonaire des travailleurs des mines, donc c'est réglementé. Mais dans le règlement santé-sécurité, il y a deux sujets où est-ce qu'on dit qu'il y a des suivis médicaux à faire. Donc, on a les rayonnements ionisants à l'article 144 et les contraintes thermiques à l'article 123 et on retrouve aussi cette mention-là à l'annexe 5. Donc, il y a de la surveillance médicale qui est requise. Ensuite, il y a tout ce qui est en lien avec les protocoles déjà établis avec le réseau de la santé et la CNSST, donc pour les risques professionnels suivants qu'on connaît déjà, le bruit, l'asthme, la silicose, l'amiantose et autres dangers chimiques biologiques, donc avec des contaminants qui existent, qui sont déjà créés et disponibles, donc qu'on pourrait avoir. Fait que si je travaille dans un milieu bruyant, ben il faut que je mette en place, il faut que j'aille voir le protocole établi, puis je vais peut-être être obligée de faire des audiométries, etc. Je vous rassure, les protocoles qui sont établis, ils ont déjà toute l'information, là, et l'identification de risque, vous disent qu'est-ce que vous avez à faire, les moyens de surveillance, donc c'est quand même très complet. Et finalement, ben, je pourrais avoir, moi, comme entreprise, je pourrais dire, ben, moi, je vais faire des examens de santé qui pourraient être requis selon les risques particuliers de l'emploi. Donc, je pourrais rajouter, me dire, ben, pour tel emploi, ben, j'ai tel examen que je désire faire. Alors, quand on met en place les examens de santé ou les surveillances médicales en cours d'emploi, c'est sûr qu'il y a une périodicité qui est établie selon les paramètres établis. Donc, comme je vous dis, dans les protocoles établis, c'est déjà mentionné. Ils font des recommandations. Après tant de temps, ça devrait être fait. Et pour vous aider, écoutez, le réseau de la santé, ils s'occupaient déjà de tout ça avant, donc ils sont bien placés pour vous aider. Il y a les programmes de santé aussi de la CNSST. Nous aussi, on peut vous aider là-dedans. Donc, pour voir au niveau de cette section-là. Au niveau des matières dangereuses, on a les matières dangereuses et les contaminants. Donc, les matières dangereuses, c'est le SIMSUD. C'est ma liste de produits dangereux, mais c'est plus que ma liste. Là, c'est vraiment quelque chose de plus complet. Là. C'est vraiment ma gestion de A à Z que je devrais retrouver pour mon SIMSUD. Mais aussi, les contaminants, c'est ce qui est c'est lorsque je dis un produit chimique qui pourrait avoir des contaminants ou autres activités. Donc, il faut que je détermine c'est quoi les types de contaminants qu'il y a dans mon entreprise. Parce que dépendant des types de contaminants, c'est lié un petit peu avec celui que je viens de parler avant, des examens de santé, des surveillances médicales en cours d'emploi. Donc, dépendant de mes contaminants, je pourrais avoir de la surveillance médicale à faire. Donc, je pourrais avoir, puis je vais avoir des mesures de surveillance à faire pour m'assurer. Alors, je vais vous montrer, dans 2 slides, je vais vous en parler. Donc, quand on parle de contaminants, on parle de matières solides, liquides ou gazeuses, de micro-organismes, de sons, de vibrations, de rayonnement. Donc, il y a plusieurs types de contaminants, mais quand on parle de contaminants, c'est que c'est susceptible d'altérer la santé et sécurité. OK? Alors, quand on parle des matières dangereuses, ben c'est ça. C'est pas juste d'avoir ma liste des produits que j'ai dans l'entreprise et d'avoir mes fiches. Ça, je dois l'avoir. Donc, c'est en lien avec le SIMSUD. Mais c'est aussi
Ça pourrait être tout simplement, on a un guide si vous avez besoin de vous aider. L'idée, c'est de savoir ce que j'ai. Vous avez besoin de votre liste de produits chimiques. Première étape, faites l'inventaire, là. Vous êtes rendu là à faire dans votre programme, ben, avant de monter toute votre partie qui concerne ça, ben, faites un inventaire. Donc, l'idée d'avoir le guide, dans le fond, de l'entreposage, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que suite à ça, ben, vous allez sortir avec toute votre liste, mais aussi avec ce que vous avez et à quel endroit c'est dans votre usine. Donc, quand on parle des matières dangereuses, qu'est-ce que j'ai chez nous? Qu'est-ce qui est dangereux? C'est quoi mes quantités? Est-ce que c'est sur le plancher? Est-ce que c'est à l'extérieur? Où est-ce que c'est? Et ça va me donner une bonne idée, dans le fond, après ça, pour la gestion. Et en faisant un bon inventaire, vous allez pouvoir faire un bon clean-up. En dehors de tout ça, quand on commence aussi, puis ça, vous devriez faire ça régulier, là, de vérifier là, votre répertoire de matières dangereuses que vous utilisez. Et quand je dis de A à Z, là, ça part de l'achat. Là. Vos produits dangereux là, que vous commandez, là, ça ne devrait pas rentrer comme ça. Il devrait y avoir une barrière, là, euh, une mesure en place qui vous dit, ben, quelqu'un veut rentrer un nouveau produit chimique, attends une minute, tu as quelque chose à remplir, ça va être évalué par le comité de santé et sécurité ou une équipe que vous allez avoir déterminée pour savoir est-ce qu'il y a des risques, est-ce que ce produit-là qu'on va rentrer va m'amener des contaminants dans mon usine qui pourraient m'obliger, est-ce que j'ai les EPI pour l'utiliser, est-ce que j'ai la ventilation pour l'utiliser? Vous rentrez un produit qui a des isocyanate, c'est peut-être pas une bonne idée. Donc, c'est vraiment ça. Quand on parle de matière dangereuse, c'est pas juste ma liste, mais comment je le gère tout autour de ça. Alors, de A, achat, à Z, comment je la dispose. Comment je dispose ça? J'ai-tu besoin d'un fournisseur qui vient chercher mes résidus après? Alors, ça, c'est ce qu'on va mettre en place. On va expliquer qu'est-ce qu'on va faire. Et bien entendu, contaminant, ben, c'est par rapport à mes tâches. Fait que, par exemple, vous avez un exemple ici, là. Je fais des tâches de pulvérisation de peinture. Ben, les contaminants que je pourrais avoir, c'est des isocyanates ou les vapeurs de solvant. Chez un chariot élévateur de propane, ben, je me retrouve avec comme contaminant du monoxyde de carbone, qui est, je vous rappelle, une tolérance zéro. Donc, il faut le gérer. Il faut mettre en place des choses. Je fais du mélange, ben là, j'ai des poussières de métaux. Alors, les exemples de contaminants, vous avez des exemples de contaminants. Sachez que les contaminants, on les retrouve dans la section 3 de la FDS, mais aussi à l'annexe 1 du règlement en santé et sécurité du travail. Fait que l'idée pour contrôler ça, ben, c'est toujours, on en revient avec des gestes concrets pour vous aider, pour ne pas dépasser les limites d'exposition, c'est toujours l'élimination à la source ou la substitution. Je vous rappelle la hiérarchie des mesures de prévention. Sinon, si je ne veux pas déposer, ben, vous allez peut-être être obligé de faire de l'échantillonnage avec une récurrence, avec une périodicité que vous allez devoir faire. Vous allez devoir mettre en place des routines de nettoyage d'entretien. Vous allez devoir mettre en place des examens de santé. Exemple, je travaille avec le plomb, ben, on a des routines de nettoyage pour éviter qu'il y ait de l'accumulation puis qu'on dépasse les normes, mais aussi on fait des examens de santé, on fait des prises de sang pour s'assurer que les gens ont pas cumulé du plomb dans le sang là, au-dessus de la valeur d'exposition permise. Donc, ça, c'est un exemple. Et tout ça revient avec la hiérarchie des mesures de prévention, parce que même si j'ai mis des mesures, ben, je dois toujours m'assurer que ces mesures-là sont bonnes, puis au besoin, ben, je vais aller monter, monter, monter pour m'en aller vers l'élimination à la source. Ce qu'il faut savoir, c'est que mes contaminants ne sont pas tous dangereux. C'est pour ça qu'il faut aller vraiment voir avec l'annexe 1. Mais ça, si vous avez besoin d'aide pour cette section-là, on peut vous aider. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Service de premiers soins, ben c'est comment que je gère mes premiers soins dans l'usine. Référence, référez-vous au règlement sur les normes minimales de premiers secours, premiers soins, à la norme sur les trousses de secouristes en milieu de travail. Dans le fond, les règles minimales, c'est là qu'on va retrouver combien de secouristes vous avez besoin. D'ailleurs, le site de la CNSST, il y a une page là-dessus, vous avez toute l'info. Mais c'est toute la fonction de comment ça fonctionne. Donc, les registres, les secouristes, j'ai combien de corps, mon contenu de trousse, quel niveau, 1, 2, 3, j'ai-tu un local, comment qu'on gère le local, trousses de secouristes, ben, on fait une tournée une fois par mois. Comment on s'assure qu'ils sont toujours complètes? Procédure d'urgence. Il y a un accident. Comment ça fonctionne? Service de premiers soins, là. C'est pas juste mes secouristes, mais c'est comment ça fonctionne. J'ai des travailleurs de nuit, il y a un accident qui arrive. C'est quoi ma liste d'appels? Qui j'appelle en premier? Oui, j'appelle le 911, mais l'ambulance, mais au-delà de ça, qui je dois appeler?
suite à ça. Quand on starte, tu sais, fait que c'est tout ça qu'on va mettre en place. Alors ça, c'est vraiment à ce niveau-là. Donc, vous vous référez à ces deux-là et vous pouvez avoir de l'information. Et le dernier point qu'on doit avoir dans notre programme, c'est la politique de prévention des situations du harcèlement psychologique. Donc, dans le fond, on parle d'identification des risques psychosociaux qui sont prédominants. Dans le fond, votre politique, vous devez vous assurer, parce que vous deviez déjà avoir une politique sur le harcèlement. Ça fait des années que toute entreprise doit avoir une politique sur le harcèlement, mais vous devez vous assurer que votre politique est à jour et qu'elle comprend tout ça. Donc, vous devriez avoir au moins ces risques psychosociaux prédominants. Donc, dans votre politique, vous devriez parler d'harcèlement, de violence en milieu de travail, violence conjugale ou familiale, violence à caractère sexuel en milieu de travail et l'exposition à un événement potentiellement traumatique. Donc, ça, c'est le minimum qui doit se retrouver là-dedans. Et quand on parle de la politique, eh bien, dans le fond, votre politique, ce qu'on doit retrouver dans votre politique, c'est l'engagement de la direction qui dit, dans le fond, de l'employeur qui à prévenir le harcèlement, puis qu'il va faire cesser toute forme de harcèlement qui est portée à sa connaissance. Qu'est-ce que du harcèlement, la définition? Un rappel des conduites interdites, donc qu'est-ce qui n'est pas permis. Des exemples, les droits et obligations des employés et de l'employeur concernant ce sujet, les mesures de prévention, le processus de traitement confidentiel, important, hein, confidentiel des plaintes ou du signalement, les mesures de soutien et d'accompagnement et les sanctions disciplinaires ou administratives. Bon, mesures de soutien et d'accompagnement à la personne victime d'harcèlement. Donc, qu'est-ce qu'on fait comme pour soutenir cette personne-là, pour l'accompagner? Et les sanctions disciplinaires ou administratives envers les harceleurs. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là? Et chose importante, ce qu'il faut que vous devez retenir, c'est que votre politique doit être bâtie pour la prévention des situations de harcèlement psychologique, là, elle doit être bâtie de façon à ce qu'un travailleur en difficulté puisse lire la politique et comprendre quelles sont les étapes pour gérer la situation et accéder aux ressources qui peuvent l'aider. C'est-à-dire qu'en lisant, là, il faut que ça soit clairement, là, bien clairement écrit pour que moi, je suis en situation là, je suis en situation d'harcèlement, ben, je sais qui aller voir, je sais que j'ai telle ressource pour m'aider, etc., etc., etc. OK? Donc, ça, c'est important que ça soit dans votre programme. Mais je reviens à ce que je disais au début. Au début, je disais qu'un programme, il n'y a pas juste une personne qui le bâtit, c'est plusieurs personnes, puis plusieurs personnes pourraient être responsables de différentes sections. Fait que votre politique de prévention harcèlement, c'est dans votre programme, mais dans le fond, il faut juste clairement expliquer qui va être en charge de s'occuper de ça, de ce sujet-là. Fait qu'on s'attend de personnes qui sont formées. En passant, on a une ressource à multiprévention. Donc, si vous avez besoin d'aide pour compléter votre politique déjà en place, si vous pensez qu'elle n'est pas complète, si vous devez la mettre en place, si vous avez des questions, on peut vous aider. Vous contactez votre conseiller en gestion, puis on va s'assurer de faire le lien pour que vous puissiez contacter notre ressource. Donc, notre conseiller technique, Audrey, pour vous aider à mettre ça à jour. Alors, votre programme, le gros résultat de ça, là, parce que ça a l'air super lourd ce que je vous dis, là, mais grosso modo, c'est de se structurer. Le programme vous permet de vous structurer en santé et sécurité. Fait que quand vous faites votre programme, ben, vous allez avoir votre plan d'action, mais vous allez avoir aussi vos formulaires, vous allez avoir des procédures qui vous expliquent ben, comment ça fonctionne, qui est responsable de quoi, qu'est-ce qu'on a mis comme mesure de suivi, c'est quoi nos formations, les audits, quand est-ce qu'on fait ça. Ça va vous donner, ça peut vous donner des fiches par risque aussi, parce que je vous rappelle que on doit informer le travailleur sur les risques liés à sa tâche. Donc, ça nous permet aussi de répondre à ça, etc. Donc, notre programme nous donne un paquet d'informations qui va nous aider à ce niveau-là. Fait que si on résume, qu'est-ce qui est important au niveau du programme? OK? Un, il doit être adapté à mon usine, à ma réalité. Donc, adapté à mes risques, adapté à mon usine et personnalisé aussi. Fait que pas juste adapté, mais personnalisé. Fait que quand on dit personnalisé, ça peut être aussi au niveau du jargon qu'on utilise dans l'usine. Donc, personnalisé et il est évolutif. Donc, je dois le réviser annuellement et j'y vais à chaque année, je le révise et je modifie au besoin. Quand on le monte, si vous n'en avez pas en place, ben, on y va à petite bouchée. On y va
petit à petit, et on le monte et on s'assure de le compléter. Ensuite, autre chose importante quand on a un programme, ben, c'est de s'assurer de l'interdépendance des sujets du programme. Je donne un exemple. Là, ici, on a les EPI. Vous le voyez, là, les EPI. Bien, les EPI, on en parle dans la protection respiratoire. On va en parler des matières dangereuses. On va parler des premiers soins. On va parler des mesures d'urgence. On pourrait en parler dans les travaux sous tension. Bien, l'idée, c'est d'éviter le dédoublement d'informations. Fait que c'est sûr que si j'ai un programme de protection respiratoire aussi que j'explique comment ça fonctionne, puis là, je dis que ça prend des masques et tout ça, et là que je commence à parler d'inspection, de ci, de ça, bien, il faudrait se poser la question dans les EPI. Peut-être que j'ai besoin de dire, bien, allez voir la section des équipements de protection individuelle pour plus d'informations. Et là, dans les EPI, là, je vais avoir bien, les masques qui en a besoin, etc. OK? Donc, faites bien attention à ça parce que ce qui arrive, c'est que quand on revise notre programme, ben, on va pas nécessairement tout le faire en même temps, mais on va dire, ben, je revise telle section, telle section, telle section. Fait que si je modifie une section, puis j'oublie que je n'ai parlé dans l'autre, ben, les deux ne se parleront pas. Donc, ça peut mêler les gens. Et finalement, communication bidirectionnelle. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que le programme, dans le fond, c'est comment qu'on fonctionne en santé et sécurité. Ça part d'en haut, ça descend au plancher. Un coup que c'est rendu sur le plancher, au niveau des travailleurs, ben, les travailleurs, eux autres, vont vivre avec. S'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, bien, il faut que ça remonte à la direction, en haut de la pyramide. Et là, il faut faire les modifications au besoin. Fait que dans le fond, nous, on launch quelque chose d'en haut, on launch quelque chose sur le plancher. Il faut le tester, il faut aller auditer, il faut aller voir si c'est vivant, si ça fonctionne. Et sinon, bien, il faut faire les changements. Donc, c'est vraiment une communication bidirectionnelle. Alors, on communique notre programme à tous. Puis ça, c'est vraiment important, là. Les travailleurs, les membres du CSS, les gestionnaires, pas juste à eux autres, à la CNSS aussi, mais à nos sous-traitants qui viennent dans l'usine. On devrait communiquer au moins les règles de sécurité, nos fonctionnements. Si j'ai un sous-traitant qui vient et qui a besoin de cadenasser, ben, il faut que je communique c'est quoi nos règles de cadenassage, comment ça fonctionne. Mes visiteurs qui viennent, ben, je devrais au moins leur dire les règles de sécurité s'ils rentrent dans l'usine. Ça a besoin de souliers de sécurité, des lunettes, il faut que tu marches dans le chemin piéton. Tu ne devrais pas le laisser tout seul. On devrait lui expliquer, ben écoute, si l'alarme d'incendie sonne, qu'est-ce que je fais? Tu sais, moi, quand je suis visiteur, là, si ça sonne, je fais quoi? Je m'accroche après la jambe de quelqu'un ou je suis quelqu'un ou est-ce que je vais à quel endroit que je vais? Donc, je devrais avoir cette information-là. Puis comment qu'on le communique? Petit rappel lors de l'accueil, manuel d'employés, présentation par le CSS, des rencontres de département, capsules, des capsules télé, des diagrammes de fonctionnement, des étapes à suivre. Dans le fond, ce que j'entends par là, ben, notre programme, c'est du texte souvent et tout ça, mais les fameux diagrammes de fonctionnement qui partent du point A au point B avec des questions, ben, j'utilise un produit chimique. Oui. OK, j'ai-tu la fiche? Oui. J'ai-tu mes EPI? Oui, non. Où est-ce que je vais les chercher? Donc, quelque chose qui est quand même simplifié, qui donne tout, qui est tout en lien avec notre programme pour l'expliquer aux travailleurs ou à toute autre personne. Alors, on est là pour vous aider. Vous avez plein de ressources. On est là pour vous aider, que ce soit pour l'analyse, l'évaluation. Au début du cours, on parle de l'élaboration, personnalisation, mise à jour de votre programme ou tout simplement si vous voulez l'auditer. Comme je vous ai dit tantôt, l'identification des risques que je vous ai montré tout à l'heure, là, cette petite affaire-là, attendez, là, que je vous le remonte, là, pour être sûr que se comprend bien. Ça ici, on peut le faire pour auditer votre programme si vous le désirez, si ça vous intéresse pour les membres. Donc, c'est sans frais. Donc, si ça vous intéresse pour voir mon programme, est-il complet ou est-ce qu'il manque quelque chose, on peut le faire. Votre conseiller en gestion est là pour vous aider. Vous nous contactez, ça va nous faire plaisir de vous aider. Alors, merci beaucoup à tous d'avoir été là. On reste encore quelques instants si vous avez des questions. Sinon, ben, merci de votre présence. J'espère que vous avez apprécié ce survol. Alors,